Commencer à évoquer Shakespeare et Venise, c'est parler de deux expériences absolument classiques. Qui ne connaît Shakespeare, qui ne connaît Venise, et comment les conjuguer? Ce sont deux chefs-d'œuvre absolus de l'esprit humain. Le lien entre Shakespeare et Venise, une cité qu'il n'a jamais visitée physiquement, mais qu'il a hantée de son imagination, ce lien reflète celui qui s'est tissé entre l'Angleterre du début du XVIIe siècle et la République de Saint-Marc. Un lien beaucoup plus solide et profond qu'on ne se l'imagine en général. Mais pour aborder d'abord Shakespeare, on sait que comme tous les auteurs dramatiques de son temps, tant en France qu'en Angleterre, qu'en Italie d'ailleurs, les nouvelles italiennes sont considérées comme une espèce de matériau brut à piller pour y trouver des canevas, des véritables scénarios, des trames de tragédie. Et Shakespeare n'y fait pas défaut. Donc Shakespeare d'abord plante son histoire du marchand de Venise à Venise et il reviendra à Venise pour Othello. Nous avions pensé à relever le défi suivant. Puisque les éditions Diane de Sellier veulent mettre en relation une civilisation donnée, une œuvre littéraire appartenant à une certaine époque, et l'expression picturale qui le mieux rend cette civilisation. Nous avions pensé que pour faire figurer Shakespeare, quoi de mieux que de suggérer, à travers cette dramaturgie même dans la mise en scène des pages, que ce que Shakespeare a exprimé par le verbe, Venise l'a dit avec la peinture. Et il y a une raison, là encore, extrêmement profonde. Autant l'Italie du XVIe siècle s'est exprimée d'une manière visuelle, même si elle a eu des très grands écrivains aussi, autant l'Angleterre du XVIe siècle, depuis sa rupture avec Rome en 1535, a littéralement saccagé ses ateliers d'art. L'Angleterre du XVe siècle et du tout début du XVIe siècle était encore reconnue à travers toute l'Europe pour ses très grands sculpteurs en albâtre qui exportaient leur production, leurs images saintes dans l'Europe entière. Donc l'Europe connaissait cette Angleterre catholique qui faisait très bonne place parmi les grands centres, disons, de création d'œuvres plastiques. Et quand les ateliers ont été dispersés, quand cette tradition d'art plastique a été brisée sous Henri VIII, à partir de 1535, la relève a été très longue. On oublie en effet à quel point le mécénat de l'Église a compté pour les artistes du XVe ou du XVIe siècle. Et en réalité, l'Angleterre royale de Henri VIII, de Marie Tudor, d'Élisabeth et de Jacques Ier, cette Angleterre-là a été obligée de plus en plus d'avoir recours à des peintres flamands ou hollandais. On pense par exemple au grand Holbein et plus tard à Anthony van Dyck. Donc c'est dire que l'Angleterre se classe véritablement presque au dernier rang du peloton visuel et artistique du XVIe et du début du XVIIe siècle. Mais il n'en est pas ainsi en ce qui concerne l'expression littéraire, l'expression verbale. L'Angleterre du XVIe siècle est saisie par une véritable frénésie de traduction où, naturellement, c'est l'Italie, tout d'abord, qui sert de modèle et l'Angleterre publie d'excellentes recréations poétiques de l'Arioste, du Tasse, Ariosto, Tasso, de Castiglione, le livre du courtisan, du gentilhomme. L'Italie est vraiment à la mode. Et l'Italie nourrit la réflexion. Une réflexion qui est littéraire, mais qui en même temps joue avec les mêmes images
que les peintres italiens, puisque le fond culturel est fondamentalement commun. Donc déjà, trouver l'adéquation entre l'expression verbale de Shakespeare et l'expression plastique des grands peintres vénitiens était un défi à relever. C'est vrai que les idées que l'on découvre dans les toiles de Carpaccio jusqu'au Titien ou au Tintoret sont les grandes idées qui nourrissent la dramaturgie élisabéthaine et, comme disent les Anglais, jacobéenne, c'est-à-dire sous le roi Jacques, de son avènement en 1603 jusqu'à sa mort en 1627. Et Shakespeare a autant écrit sous le roi Jacques que sous la grande Élisabeth, décédée donc au début du XVIIe siècle. Nous avons choisi ces deux pièces vénitiennes de Shakespeare, Le Marchand de Venise et Othello, aussi parce qu'elles correspondent l'une à la jeunesse de l'auteur et l'autre à sa maturité. Le Marchand de Venise, 1598, et Othello, 1604. Et qu'apercevons-nous comme trame qui tisse un lien extrêmement étroit entre ces deux chefs-d'œuvre vénitiens de Shakespeare? Ce que Shakespeare aperçoit d'abord dans Venise, c'est que c'est la seule ville d'Europe où la tolérance s'étend à toutes les sectes, à toutes les religions, et où toutes les nations, ou une grande partie des nations connues par les Européens du XVIe siècle, se retrouvent et se bousculent sur le Rialto, sur le grand pont central de la cité. Quand Shakespeare écrit Le Marchand de Venise, on s'aperçoit qu'il cherche à bien montrer que cette ville existe. Dans les autres pièces italiennes de Shakespeare, Vérone de Roméo et Juliette, ou même Padoue pour La Mégère apprivoisée, tant d'autres lieux, Milan, Naples pour La Tempête, ce sont des lieux exotiques de par leur nom pour le public anglais, mais qui suggèrent surtout un lointain irréel. En revanche, Venise, tant pour Shakespeare que pour son public, représente une ville ô combien réelle, ô combien placée sur... Et ça, je suis désolé, est-ce que c'est moi qui fais ça? Mon Dieu. Quelle civilisation! Shakespeare, quand il veut évoquer un lieu, comme c'est un très grand artiste, il sait le faire d'un mot, d'un nom. Donc la réalité très présente de Venise dans l'œuvre de Shakespeare, c'est l'évocation du pont du Rialto. Sur le pont du Rialto, à la fin du XVIe siècle, on pouvait entendre dans un babil fabuleux à la fois le zézément typique du dialecte vénitien, les claquements clairs du castillan, le français ronchon, les gutturales du flamand et de l'allemand, le turc en bout de bouche, l'arabe rauque. On entendait vraiment de tout. Donc quand Shakespeare prend un thème, évidemment, d'un antisémitisme féroce, il ne peut pas imaginer un juif contemporain ailleurs que dans cette Venise qui avait réservé un espace pour sa communauté juive, où beaucoup de juifs fuyant les persécutions espagnoles après 1492 avaient trouvé refuge. Le ghetto lui-même a été consacré sous ce nom en 1516, et où les Juifs étaient sous le coup d'une sorte de double considération. Ce sont les déicides que la chrétienté réprouve et en même temps que la chrétienté maintient, et surtout à Venise, comme témoins dans l'humiliation qu'on leur inflige du fait qu'ils sont punis de n'avoir pas reconnu le Dieu en Christ, et tout chrétien, devant l'humiliation des Juifs, se sent valorisé. Nous avons eu raison de reconnaître le Dieu en Christ.
Rappelons par exemple que sur la façade de la cathédrale Notre-Dame à Paris, comme aussi à Strasbourg, on voit ces deux sculptures terribles qui devaient rappeler à tout fidèle entrant dans l'église, à la droite du Christ, vous voyez la jeune femme couronnée et tenant une bannière avec la croix du Christ et qui regarde vers la figure du Christ sur le trumeau, c'est l'église. Et de l'autre côté, à la gauche du Christ, le côté damné du jugement dernier, une jeune femme se détourne du Christ, elle a les yeux bandés et elle cherche à s'appuyer sur un roseau qui se brise. C'est la synagogue, aveugle et abjecte, ce qui veut dire que le triomphe de la chrétienté sur le judaïsme est répété sans arrêt, de manière rituelle et prolongée. Dans ce sens, la terrible histoire du marchand de Venise semble, encore une fois, une variante prise dans un conte italien du XIVe siècle que Shakespeare a pu lire en traduction anglaise, Il Pecorone, et il semblerait que Portia, la jeune fille qui se déguise en avocat, est là pour représenter le triomphe de la miséricorde chrétienne sur la hargne rivée sur la lettre et non pas sur l'esprit de la loi qu'incarnerait Shylock le juif, terrassé et finalement contraint de se convertir. Et pourtant le miracle shakespearien, alors même que l'auteur reprend ses poncifs et les met en scène, le miracle shakespearien provient du fait que c'est, pour ainsi dire, seconde nature chez ce dramaturge. Il ne peut pas s'empêcher de se mettre à la place de ses personnages. Il exprime ses personnages comme s'il les habitait. Et donc, il fait parler même ses plus grands scélérats, c'est Richard III, c'est Iago, c'est Edmond dans Le Roi Lear, ou les filles horribles du Roi Lear. Il se met tellement à la place de ces personnages que ces personnages finissent par exprimer une souffrance telle, Macbeth, Lady Macbeth encore, que ces personnages nous émeuvent, ces personnages nous ébranlent, et le grand discours presque prophétique de Shylock, exprimant pourquoi il cherche à se venger du marchand de Venise, à lui arracher une livre de chair, Shylock exprime avec une telle rage, une telle douleur et une telle dignité humaine ce que les Juifs ont ressenti de la part des chrétiens qui les vitupèrent, que quelques-uns des plus grands acteurs juifs au XIXe, au XXe et maintenant déjà au XXIe siècle ont voulu incarner Shylock, parler Shylock, dire ce que dit Shylock, « I am a Jew », je suis un juif. Et donc, fût-ce malgré lui, Shakespeare a campé sur scène le premier juif hors de la littérature biblique qui soit représenté de façon humaine, déchirante, poignante sur les scènes du théâtre européen. Alors on pourrait croire que c'est un accident, et pourtant quand Shakespeare revient à un sujet vénitien en 1604, l'époque de sa grande maturité, l'époque où il a déjà créé Hamlet, Le Roi Lear, Macbeth, qui appartiennent toutes à cette période de la maturité, ces grandes tragédies, eh bien cette fois c'est un noir qu'il campe. Othello, général au service de Venise. C'est un noir parce que la source de Shakespeare, encore une fois, une nouvelle italienne de Giraldi Cinzio, parue vers le milieu du XVIe siècle, est tôt traduite en français d'ailleurs, et on suppose une version anglaise, quoique Shakespeare ait pu voir l'original italien, dans la mesure où on sait qu'il était un des amis proches d'un réfugié protestant italien en Angleterre, Giovanni Florio, dit John Florio, à Londres, et qui a entre autres traduit Montaigne.
en anglais à la fin du XVIe siècle, lecture dont on sait que Shakespeare s'est profondément nourri. Donc il est plus que probable que ces hommes se fréquentaient. Après tout, Londres n'était pas si peuplé que ça à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, et les gens de lettres se fréquentaient beaucoup, ce qu'il y avait dans cette foule d'illettrés. Mais c'est pour cette foule d'illettrés, outre les seigneurs et les gens de haute condition dans les galeries, le peuple debout pendant 2 heures au parterre, devant la Seine sous ciel ouvert, et quand il pleuvait, tant pis pour le parterre, les nobles, eux, étaient protégés par l'auvent. Eh bien, il trouve dans sa nouvelle italienne l'idée qu'un général de Venise qui a défendu la colonie vénitienne de Chypre contre les Turcs aurait été un Moor, Moro, un mort. Ce mot, comme on sait, provient en fait du grec, puis latinisé, Mavros ou Maurus, a longtemps été utilisé pour désigner les habitants de l'Afrique du Nord, sous l'Empire romain, mais en réalité, le mot grec lui-même signifie noir. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la géographie chrétienne traditionnelle, Saint Maurice veut dire le saint noir, et il est souvent représenté comme un chevalier africain. C'est un martyr noir. Donc il y a une place dans l'imaginaire chrétien, médiéval et renaissant, pour une figure héroïque de guerrier chrétien noir. Et si l'ancienne tradition iconographique de l'Église a poussé en avant la figure de Saint Maurice casqué en armure, en chevalier, mais noir, c'était pour insister sur l'universalité du message de l'Église, bien sûr. Il est possible, d'après les chroniques vénitiennes du tout début du XVIe siècle, que le véritable Otello aurait été un certain Cristoforo Moro, général de la République de Venise à Chypre, mais après tout, Moro en italien correspond au français le brun, le basané. Et il y a autant d'Italiens qui s'appellent Moro qu'il y a de Français qui s'appellent Brun ou Lebrun. Donc c'est un petit peu la même idée. Mais Giraldi Cinzio, dans sa nouvelle du milieu du XVIe siècle, insiste sur le fait qu'il s'agit d'un Maure, d'un Africain, et Shakespeare, si l'on ose dire, force le trait, parce que là, semble-t-il, il y a un jeu allégorique et symbolique qui l'intéresse beaucoup. Traditionnellement, le personnage du menteur, faux semblant, comme on l'appelle dans le roman de la Rose, est un personnage qui se présente sous des abords amènes, bon, et qui pourtant est un perfide trompeur qui relève en fait de l'enfer. Et ce que Shakespeare a trouvé intéressant, c'était de montrer un personnage diabolique, Iago, celui qui susurre à l'oreille d'Othello de quoi le rendre fou de jalousie au point d'étrangler sa femme, blanche d'ailleurs, Desdemona, c'est-à-dire la malheureuse, Desdemona. Iago est blanc. Othello, Shakespeare en fait un noir. C'est d'ailleurs un contresens que de vouloir jouer Othello aujourd'hui sous un aspect, disons, tunisien, algérien ou marocain. Non pas, non, c'est vraiment un personnage que Shakespeare a voulu noir pour jouer sur l'idée que Iago, qui est blanc, a l'âme noire, alors que Othello, qui est noir, a l'âme blanche, jusqu'à ce que Iago détruise psychologiquement Othello et en fasse un être aussi noir, dit Othello, que l'est mon propre visage. Donc c'est comment dire, c'est le pivot de cette pièce de théâtre. Et tout en montrant la dégradation du général Othello, dont le nom provient d'une pièce par Ben Jonson, un contemporain de Shakespeare, qui avait campé un personnage jaloux sous le nom de Torello.
Et Shakespeare a simplement inversé un peu les syllabes du nom pour créer ce personnage d'Othello, qu'il donne ce nom qui n'était pas dans la pièce italienne et dans la nouvelle italienne d'origine. Mais en tout cas, ce qui est poignant, c'est que Shakespeare donne à ce noir une dignité humaine presque supérieure, je dirais même, hélas, oui, supérieure à celle de Shylock dans Le Marchand de Venise. À une époque où déjà le Portugal et l'Espagne, tout au long du XVIe siècle, avaient recours à la traite des captifs noirs pour alimenter les grandes plantations de canne à sucre de leurs colonies, et où déjà les corsaires anglais de la reine Élisabeth, à commencer par Jack Hawkins, attaquaient les navires espagnols et portugais pour récupérer leur cargaison d'esclaves et, dès le début du XVIIe siècle, vendre ces captifs aux nouveaux colons anglais en Virginie. Donc c'est dire que l'Angleterre s'engageait dans la voie esclavagiste ouverte par l'Espagne et le Portugal surtout au début du XVIe, fin XVe déjà. Et pourtant Shakespeare, alors même que la chrétienté vient de populariser un mot abominable, le mot de race, dont tout le monde a oublié l'origine. Quand on demande, vous savez quelle est l'origine du mot race, les gens, les plus érudits vous diront radix en latin, la racine, la souche. Non, pas du tout. L'origine du mot race provient de l'argot des marchés de tissus en Espagne au XVe siècle. Raza, en espagnol, signifie au départ une déchirure ou une faille. Et donc on présentait un morceau de tissu au marché, un morceau de soie, et on disait, vous voyez, cette pièce de soie, elle n'a jamais été rapiécée, elle n'a connu aucune déchirure, elle est absolument pure, no tiene raza. Elle n'a pas de race, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de déchirure. Quand la municipalité de Tolède, en 1449, a été la première du royaume de Castille à insister pour que tout membre de la municipalité, de l'ayuntamiento, puisse prouver n'avoir aucune raza de juifs ou de morts sur 8 générations. Fût-ce des convertis chrétiens. Mais il ne fallait pas avoir de raza. Il fallait montrer absolument, par des documents si possible, la limpieza de sangre, la pureté du sang. Ce mot race, dans les mêmes années qui voient le début de l'esclavage à très grande échelle des captifs noirs dans les plantations de sucre des Açores, des Portugais, l'idée aussi est que la race des Noirs, cette faille ou cette flétrissure qui se trouverait magiquement véhiculée par le sang à travers leurs veines, cette idée justifierait de maintenir la race noire en esclavage, fût-elle devenue chrétienne sur les plantations, comme si c'était une tare propagée. Le mot raza, si l'on peut dire, a fait fureur puisque le français l'adopte, l'italien l'adopte, l'allemand l'adopte, l'anglais l'adopte, toute l'Europe l'adopte. Au XVIe siècle, race en allemand, razza en italien, race en anglais, race en français, lui donne parfois même un sens positif. Je possède un cheval de race, j'ai un faucon de race. Et pour finir, aboutit à ces étranges lubies du XXe siècle, dont nous sortons à peine, comme quoi il y aurait des races supérieures et des races inférieures, lesquelles races inférieures pourraient être désignées soit pour l'éternel servage, comme les Slaves, soit pour l'extermination, comme les Juifs. Et donc, Othello, en pleine époque de l'essor de la grande traite, pour employer le mot horrible, négrière, d'une rive à l'autre de l'Atlantique, cet Othello apparaît
sur la scène élisabéthaine ou jacobéenne déjà, en 1604, comme étant un général à la façon de Saint-Maurice. Il est noble. Il est d'une telle noblesse que les premiers Noirs autorisés à jouer Shakespeare sur des scènes publiques au XIXe siècle, non pas aux États-Unis, beaucoup trop esclavagistes encore, mais en Angleterre, ont joué Othello. Au XXe siècle, le plus grand Othello a certainement été celui de Paul Robeson, un noir américain qui a revendiqué dans les années 30 toute la dignité de sa race en incarnant Othello. Donc on se retrouve avec ces deux pièces qui posent le problème du racisme tel qu'il pouvait être perçu à la fin de ce terrible 16e, 17e, si dur pour les gens non de race blanche et non, ou pour les gens d'origine juive ou morts, précisément, eh bien Shakespeare a campé là deux héros qui ont crevé les préjugés des siècles et qui continuent d'incarner ce qu'il y a de plus beau et de plus douloureux dans la dignité humaine universelle. Donc l'attachement à ces pièces, et vous me permettrez peut-être de passer en grande conclusion sur l'aspect vénitien. Venise, un miracle de l'humanité. Une Venise qui, au XVIe siècle, pour ainsi dire seule en Europe, autorise les protestants très nombreux, venus d'Allemagne, à pratiquer leur culte alors que la ville est catholique, bien avant Henri IV. Une ville qui a donné refuge, malgré tout, aux Juifs, dont beaucoup chassés d'Espagne, et qui vont faire de Venise, au XVIe siècle, le centre absolu de la culture juive mondiale. Les Bibles, les Talmuds qui sont imprimés à Venise sont demandés par les communautés juives de l'Europe entière. Et les médecins juifs sont hautement appréciés par les nobles vénitiens et en outre, même leurs synagogues seront conçues par quelques-uns des plus grands architectes de la Sérénissime, comme la grande synagogue conçue par Baldassare Longhena au début du XVIIe siècle. Les médecins juifs pratiquent leur métier et les savants chrétiens ont recours aux rabbins de Venise pour élucider certains aspects restés difficiles des philosophes arabes que les juifs connaissent mieux que les chrétiens, mais dont les chrétiens, à Venise, publient les premières éditions, 4 siècles avant qu'ils ne soient publiés dans le monde arabe proprement dit, donc une ville très cosmopolite. En outre, Venise s'impose dans l'Europe du temps par son refus du despotisme. C'est une république aristocratique, bien sûr. Il faut être inscrit, avoir le nom de sa famille dans le livre d'or clos depuis 1297. Mais à l'intérieur de cette aristocratie, le roulement des fonctions fait tout pour empêcher le doge d'être un maître absolu. Au contraire, il est enserré, corseté par toutes sortes de restrictions. Il est presque un prisonnier dans le palais des doges, dont il ne peut sortir que pour certaines processions extrêmement solennelles. Et c'est en fait le Sénat qui conseille et qui décide. Le Conseil de l'État vénitien se donne ce nom très romain antique de Sénat dès le début du XVe siècle et emprunte à toute la terminologie de la République romaine pour aussi s'avertir elle-même. Nous savons comment la République romaine est tombée entre les mains de généraux pour empêcher que Venise devienne une dictature militaire, pour maintenir la République vénitienne qui, après tout, a duré 11 siècles. Qui dit mieux? Avec tous ses défauts, avec son aristocratisme. Eh bien, pour empêcher un général de prendre le pouvoir, comme si souvent le cas dans les autres républiques italiennes, à la fin de l'époque médiévale, eh bien, nous allons surtout employer des mercenaires, d'où le personnage d'Othello.
des mercenaires qui ne pourront pas compter sur des factions à l'intérieur de la ville pour les soutenir parce que ce sont des étrangers que l'on paye. Alors c'est une très très intéressante idée et les grands écrivains de la Renaissance vénitienne au XVIe siècle parlent ouvertement de l'exemple de Jules César, considéré moins comme un héros impérial que comme le général qui a imposé un despotisme à Rome qui a mis fin à la tradition républicaine. Donc cet État vénitien qui vise, comme dit un autre de ces grands théoriciens de la fin du XVIe et du début du XVIIe, qui vise un tel équilibre entre les corps constitués, où même les gens qui sont exclus du vote pour le doge sont regroupés en corporations et en confréries, à l'intérieur desquelles, comme les compagnons de Saint-Roch, grande confrérie vénitienne, ou les compagnons de Saint-Georges des Esclavons, pour représenter les Slaves à Venise, toutes ces confréries elles-mêmes ont des élections, participent donc à la vie publique, et le chef de la confrérie, élu, présente les doléances, les demandes, les exigences de la confrérie auprès du Sénat. Donc c'est une ville qui frappe toute l'Europe, alors si monarchique, par cette extraordinaire vitalité de, disons oui, de sa République. C'est vraiment la République de Venise. Et l'on sait que l'ensemble des grands écrits vénitiens concernant leur propre constitution sont traduits en anglais. Ils sont traduits en anglais dès la fin du XVIe siècle et beaucoup dans la première décennie du XVIIe, c'est-à-dire l'époque du grand essor shakespearien, parce que l'Angleterre vit un dilemme culturel très profond. Elle sait que sa grande culture, il faut qu'elle la demande à l'Italie. Elle traduit les grands auteurs italiens, mais le fait que la plus grande partie de l'Italie est tombée sous domination espagnole gêne l'Angleterre. Venise est catholique et l'Angleterre se pose comme championne des protestants contre la toute-puissance essentiellement espagnole. Quand Shakespeare écrit, il ne faut pas oublier qu'il y a un vice-roi espagnol à Rome, un autre vice-roi espagnol à Naples, que Florence est un satellite de l'Espagne, que la papauté est entièrement sous la coupe de l'Espagne et en grande partie alimentée par les trésors américains de l'Espagne, et qu'en fait, Venise est le dernier État important, indépendant de l'Italie. Comme dit un doge de l'époque de Shakespeare, quest'ultimo angolo d'Italia, quest'ultimo baluardo della libertà. Ce dernier angle d'Italie, cet ultime rempart de la liberté. Et on va conclure donc avec l'apparition d'un personnage qui fait le lien. Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton est l'ambassadeur du roi Jacques à partir de 1604 à Venise. Sir Henry Wotton, très célèbre dans le monde anglais, parce que c'est celui qui aurait dit cette définition de l'ambassadeur: un honnête gentilhomme envoyé mentir à l'étranger pour le bien de son pays. Toute la diplomatie anglaise le sait, et d'ailleurs ça ressort beaucoup en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis. Sir Henry Wotton est absolument persuadé qu'un petit coup de pouce pourrait faire basculer Venise dans le camp protestant. Venise, en effet, autorise les livres protestants et Sir Henry Wotton, l'ambassadeur, a une cave pleine de traductions italiennes de la Bible. Il est reçu presque quotidiennement par le doge Leonardo Donna à un moment où l'Espagne semble déterminée à renverser la République de Venise pour pouvoir étendre sa domination sur la péninsule entière. Le moment de crise arrive en 1606, où le nouveau pape Paul V proteste contre la décision de la République de Venise de traduire en procès deux prêtres
excusez-moi de la coïncidence, accusé de pédophilie. Il n'y a pas que maintenant. Et le pape interdit à la République de Venise de mettre ses prêtres en procès. Et la République de Venise rétorque, mais ces gens sont coupables de crimes chez nous. Et d'autre part, nous tenons à ce que tout curé ou tout évêque dans les territoires de la République de Venise, qui s'étendaient presque jusqu'aux portes de Milan, soit nommé par la République vénitienne. Et ce n'est pas au pape de les nommer. Le pape rétorque en plaçant toute la cité sous interdit. C'est-à-dire qu'il excommunie toute la République de Venise, essentiellement le quart nord-est de l'Italie, de Bergame à Venise proprement dite, et plus la côte dalmate. Et là, Venise trouve un théologien, le frère Paolo Sarpi, qui défend la suprématie de l'État sur l'Église, qui dit que la papauté n'a pas à gérer les affaires intérieures de Venise, une cité où, il faut le rappeler, pendant tout le XVIe et XVIIe siècle, personne jamais n'a été brûlé au bûcher, contrairement à tant d'autres régions d'Europe. Ça ne veut pas dire que les cachots vénitiens étaient de tout confort et que Venise ne savait pas punir à la mode du temps, c'est-à-dire terriblement. Mais le frère Paolo Sarpi a été jusqu'à dire « La République se doit de maintenir la liberté de culte, y compris pour les protestants. » Et c'est vrai que Venise était le seul lieu d'Italie où les protestants anglais pouvaient se rendre et se sentir à l'aise, sans risquer d'être arrêtés par l'Inquisition comme à Rome. Donc l'Italie, pour l'Angleterre élisabéthaine et jacobéenne, devient de plus en plus la République vénitienne. Et Sir Henry Wotton, au moment où le pape prononce cet interdit contre toute la République de Venise, dit au doge ces mots tout aussi merveilleux que sa description de ce que doit être un ambassadeur. Quand le doge Leonardo Donna lui dit « Vous nous proposez l'alliance de l'Angleterre, mais l'Angleterre est loin ». Et il répond « Votre révérence, sur mer, rien n'est loin ». C'était déjà annoncé la montée de la puissance anglaise. On sait que 2 ans après la mort de Shakespeare, l'ambassadeur espagnol à Venise, le marquis de Bedmar, a essayé de fomenter un complot qui aurait permis à certains sénateurs de renverser la République et d'accueillir sur la place Saint-Marc un débarquement de soldats espagnols expédiés depuis la vice-royauté de Naples et par terre ferme depuis la vice-royauté de Milan. La conjuration a été déjouée. Un beau matin, le peuple vénitien a vu la fameuse chaîne tirée entre les 2 colonnettes de la place, de la Piazzetta, avec des personnages pendus par les pieds. La République n'a rien dit, n'a rien expliqué, mais tout le monde s'est dit, ce sont les conspirateurs, et le pape, le doge en a eu vent. On sait que Sir Henry Wotton a tout fait pour faire publier en Angleterre, en 1619, la première édition de l'œuvre monumentale du frère Paolo Sarpi, l'histoire du Concile de Trente. À peu près au même moment où Ravaillac allait assassiner Henri IV, qui avait voulu s'opposer en intermédiaire entre la papauté et la République de Venise, eh bien, Fra Paolo Sarpi a fait l'objet d'un attentat où les assassins l'ont lardé de coups de stylet. Il a survécu. Le pape a été consterné, l'ambassade d'Espagne aussi, qui a fait même verser une pension aux assassins une fois arrivé à Rome. Le frère Paolo Sarpi a survécu et a dit à propos de ce qu'on appelle en italien les stiletti, c'est-à-dire des petits poignards très effilés. Il a dit « Agnosco stylum curiae romane ». Je reconnais le style de la curie romaine. Évidemment, j'écris mieux le latin que ces gens de Rome. Et donc, pour finir, entre Henry Wotton et Shakespeare, quel lien?
celui-ci d'abord. Le secrétaire de l'ambassade de Henry Wotton, une ambassade qui a duré 20 ans à Venise, Nathan Fletcher, était le frère d'un des plus proches collaborateurs de Shakespeare au Théâtre du Globe, John Fletcher. Déjà. Numéro 2, pendant une permission à Londres, Sir Henry Wotton lui-même, en 1613, a assisté à la dernière représentation d'une pièce de Shakespeare au Théâtre du Globe, Henri VIII, le jour même où le théâtre a brûlé. Il en a été le témoin et en a rendu compte. Donc on voit véritablement une convergence. On peut finir avec l'histoire de Henry Wotton. En 1619, la République de Venise accorde à l'Angleterre d'entrer avec ses vaisseaux dans le bassin de Saint-Marc avec grand débarquement de mercenaires anglais pour défendre la République de Venise contre l'Espagne, et déjà un signe que l'Angleterre devenait maîtresse des mers alors que Venise déclinait. Merci beaucoup.